Et oui, c'est maintenant l'heure que vous attendez tous avec ce point avec Éric Galliègue. Il est président de Valcamp Expertise et comme tous les vendredis, tire le bilan en termes de performance hebdo et nous permet d'avoir un regard stratégique. Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Alors, on ne peut pas dire que c'est pas intéressant parce qu'on a des marchés qui montent, hein, on l'a vu, et quand même beaucoup de questions qui montent aussi. Je vous laisse nous commenter si vous voulez bien la performance hebdo. Performance hebdomadaire très positive sur les actions européennes, plus positive qu'aux États-Unis puisqu'on a gagné près de 2% si on ajuste un petit peu ces performances sur les tout derniers développements, alors qu'on fait un peu du surplace, on va dire, sur la semaine glissante par rapport donc aux indices américains. L'élément le plus important peut-être cette semaine, c'est la baisse de l'euro, qui notamment ce matin baisse fortement en raison donc notamment de la décision de la politique monétaire américaine. On va en parler dans un instant. On va en parler juste après, mais donc on est revenu à 1,19 sur l'euro-dollar alors qu'on était à 1,21, 1,22 la semaine dernière. Alors, justement, parlons-en de cette fête, une magnifique photo de Jérôme Powell, mais alors là, les mots, il a impacté les marchés déjà. Hein. Comment vous l'interprétez, vous ? Alors, il ne s'est rien passé, et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. C'est toujours comme ça. Les Fed Watchers ont beaucoup de boulot en ce moment, hein, donc ces spécialistes américains qui scrutent toutes les déclarations, décisions prises par les banques centrales et par la Banque centrale des États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attendait beaucoup ce FOMC donc, du mois de juin qui s'est terminé hier avec pas de nouvelles particulières, sauf des éléments très techniques, mais bon, le quantitative easing reste évidemment à 120 milliards par mois, ce qui est considérable, 80 milliards donc d'obligations d'État et 40 milliards d'obligations privées, mais les anticipations donc, des membres du comité de politique monétaire des États-Unis sont plutôt pour une hausse des taux donc, en 2023, une première hausse de taux début 2023. Alors c'est une majorité, la majorité des membres votants du comité ont effectivement considèrent désormais que la hausse des taux pourrait arriver un an plus tôt que ce qui était anticipé au mois de mars. Voilà. Donc ça c'est un élément important effectivement. Alors c'est pas une prévision, c'est simplement un sondage qui est fait auprès des membres du comité de politique monétaire. Mais c'est important et ça montre toute la difficulté de la communication de la Banque centrale qui doit à la fois justifier, je dirais que on anticipe une hausse des taux plus rapidement que ce qui était prévu il y a 3 mois, que par ailleurs pourtant le quantitative easing reste à des montants astronomiques, il faut le rappeler, 120 milliards par mois, c'est 1440 par an, c'est 6,5% du PIB américain, c'est énorme, on n'en a pas besoin aujourd'hui, le crédit naturel des banques commerciales avec la hausse de l'activité se développe suffisamment, donc la monnaie elle se génère avec la croissance, on n'a pas besoin d'en rajouter, le système bancaire est excédentaire, il croule sous la liquidité, donc c'est difficile pour la Fed de communiquer, mais finalement elle arrive à instiller dans l'esprit des investisseurs qu'on va vers une normalisation, qu'à Jackson Hole, donc, qui est cette université d'été des banquiers centraux qui se déroule donc à la fin du mois d'août, on va probablement beaucoup parler de tapering et que ce tapering va probablement arriver début 2022, ce qui serait la moindre des choses de mon point de vue, au vu donc de cette économie américaine qui est quand même en forte croissance cette année. Alors la reprise de l'économie va-t-elle arriver quant à elle en France, en Europe, en tout cas aux États-Unis, on dirait que c'est amorcé le mouvement. Alors les leading indicators, donc les indicateurs avancés qui sont publiés par le Conference Board, qui font un peu autorité, c'est une combinaison de 10 indicateurs qui est publié tous les mois depuis longtemps et qui est corrélé avec le niveau du PIB, comme le montre le graphique actuellement projeté. Donc ces leading indicators ont progressé de 1,5 point, ce qui est une bonne nouvelle. Ça montre que l'économie américaine vraiment repart comme avant. Je rappelle à nouveau que la croissance anticipée par la Fed, je n'invente pas, cette année c'est 7%, soit en fait 2 fois plus que la baisse de l'année dernière. Donc l'économie américaine elle est repartie, on peut le dire, comme avant. Et elle a retrouvé ses niveaux de PIB de 2019 d'ores et déjà. En plus, les indicateurs avancés
continue à progresser. Donc ça montre bien qu'on va vraiment vers une normalisation totale de cette croissance économique et de l'économie américaine, même si, à nouveau, un certain nombre d'éléments, notamment l'emploi, ne sont pas revenus à leur valeur nominale, en quelque sorte, d'avant la crise sanitaire. Alors, on passe à l'actualité de la semaine et du côté des fonds du plan européen, on nous a parlé beaucoup de milliards. Bon, comment ça arrive et comment c'est dispatché? Le Portugal, vous avez des nouvelles notamment? Alors, le troisième point de l'actualité de la semaine, qui nous semble important, c'est que les fonds européens sont débloqués. Il faut rappeler qu'en juillet dernier a eu lieu donc ce fameux Conseil européen qui a été épique puisqu'il a débouché effectivement sur l'approbation de ce plan Next Generation, donc qui est un plan européen de 750 milliards, un plan de relance de l'Europe, qui a été donc décidé en juillet dernier et qui donc a été validé cette semaine. C'est-à-dire que la Commission européenne a validé le plan de relance du Portugal et la présidente de la Commission est allée donc à Lisbonne pour, je dirais, annoncer la bonne nouvelle, approbation par la Commission européenne et surtout déblocage des fonds imminent. Donc en fait la bonne nouvelle réside dans le fait que ce plan qui a été décidé un peu dans la douleur politique en juillet dernier est opérationnel quasiment maintenant. Donc ça c'est une bonne nouvelle et ça montre que l'Europe effectivement avance, d'autant que le financement donc, de ce plan de relance est mutualisé. Les premières obligations européennes ont été émises, les obligations européennes réellement mutualisées sont émises dans le cadre de ce plan et ont été donc totalement plébiscitées par le marché obligataire cette semaine. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette nomination, Eric Linehan, nommée présidente de la FTC. On voit quand même des femmes émerger à des positions significatives. Alors, Linehan, 32 ans. C'est jeune. C'est remarquable et c'est bien les États-Unis quelque part, donc présidente donc de la FTC, donc de l'autorité de la concurrence américaine. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une nouvelle importante et plutôt négative d'ailleurs? C'est parce que Linehan est une juriste et elle est depuis longtemps très anti-GAFAM. Ouais. Très anti-GAFAM. Elle a été nommée par Joe Biden cette semaine. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet, moi j'en parle depuis des mois, je considère qu'on c'est pas possible de laisser conquérir le monde 4-5 entreprises américaines. C'est presque déjà fait. Ouais. Alors c'est déjà fait, oui, mais donc justement, notre président, il est président de la République française, il a dit quand même cette semaine qu'il était légitime d'envisager un démantèlement des GAFAM. Il a dit de façon tout à fait officielle. Je pense qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes le pensent, notamment le président des États-Unis. Donc c'est un sujet qui me semble important, plutôt négatif au registre des entreprises, parce qu'à un moment ou à un autre, on va se dire, mais bon, c'est vrai, les États-Unis ont la Silicon Valley, des géants américains. Mais est-ce qu'on n'est pas au bout? Est-ce que justement le politique, donc c'est le grand retour, ne va pas mettre un terme en quelque sorte à cette épopée de quelques entreprises privées? Cette hyperpuissance effectivement des GAFAM, c'est impressionnant. De mon point de vue, je le dis depuis longtemps, c'est pas possible. Et hier j'ai entendu à Vivatech, le patron de Facebook, aussi écouter que Emmanuel Macron la veille. Facebook, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, comme quoi les GAFAM n'ont pas tout gagné encore. Ils ont encore à faire que Eric Galliègue ait un compte Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook. Vous voyez, les anti-GAFAM, ils n'ont pas encore dominé le monde. On fait une synthèse de l'actualité de la semaine, ça donne quoi, Eric? La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'il y a deux bonnes nouvelles, la hausse des indicateurs avancés aux États-Unis et le déblocage en fait du Fonds européen de relance qui sont compensés donc par la perspective d'une hausse des taux plus rapide aux États-Unis. Et donc Linehan qui va, je pense, à un moment ou à un autre s'attaquer sérieusement à Facebook, notamment, qui a été l'objet donc d'une enquête et qui est accusé pour ses rachats de Instagram et WhatsApp. Et c'est vrai qu'ils ont presque conquis le monde, ces GAFAM, parce qu'il y a des milliards maintenant d'abonnés de comptes sur les réseaux sociaux, une force très, très importante. Alors la force du marché, et la force des investisseurs, c'est de trouver les bons positionnements face à ces possibilités d'investissement. Quelle est votre recommandation, Eric?
Nous, on est toujours aujourd'hui dans une posture défensive parce qu'on considère que la situation actuelle n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal d'avoir une création de monnaie aussi massive dans un cadre d'une croissance économique aussi avérée. C'est pas normal et ça explique la hausse, très très clairement. Nous, on considère que ça ne peut pas durer très très longtemps. Ça peut encore durer quelques mois, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on est en haut de cycle, mais on n'est pas en surchauffe. Pourquoi? Parce que la monnaie est créée d'une façon délibérée, d'une façon très très importante, et c'est pour cela que nous restons prudents, notamment pour les investisseurs à profil de risque sécuritaire que nous conseillons. Alors c'est vrai que les investisseurs à profil de risque moyen ou supérieur peuvent encore prendre des initiatives parce que c'est quand même dommage de se priver d'un marché haussier qui a encore pas mal d'idées et pour lequel on a pas mal d'idées au sein donc des concepts de titres et secteurs. Merci beaucoup Eric Galiac, je vous laisse aller créer votre compte Facebook. J'aimerais bien être ami avec vous sur Facebook. Merci Eric pour ce point. On se retrouve juste après pour un petit point à la séance de Paris.